Quasiment 19h sur CNews. Ravi de vous retrouver pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Je le dis aux téléspectateurs, nous sommes en direct parce qu'il y en a qui sont en week-end prolongé. Mais nous, on bosse, on travaille le vendredi. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai un informateur bien informé. Est-ce que vous vous souvenez de vos vacances quand vous étiez enfant ? Pardon ? De vos vacances quand vous étiez enfant ? Bah oui, évidemment. Moi, je me rappelle. Vous vous souvenez, par exemple, où vous alliez à la plage, par exemple ? Oui. Ah bon ? Oui. Regardez cette photo. Comment vous avez récupéré ça ? J'ai dit que j'avais un informateur bien informé. Et là, on est à Rotteneuf, sur la plage du Val. Exactement, près de Saint-Malo. À côté de Saint-Malo, Paramé, Le Havre, etc. Et vous êtes avec votre frère Bertrand. Avec Bertrand, le fameux Bertrand, que je cite souvent. Voilà. On est en juillet. Alors, mon informateur bien informé me dit que c'est en juillet 1954 ou 1955. Elle est belle, cette photo. Oui, elle est très belle, oui. Oui. Et en fait, j'ai laissé une partie de mon cœur dans ce pays d'enfance qui est le pays de Châteaubriand. Quand on était petit et qu'on était sage, nos parents nous emmenaient en fin de séjour, au bout d'un mois, on passait un mois là-bas. D'ailleurs, on m'a inscrit au club Mickey. Vous voyez comment j'ai commencé. Et à la fin, on nous disait, on va vous faire visiter une chose extraordinaire. C'était Quicangrogne. C'était une sorte de musée de cire vivant dans une tour à Saint-Malo, dans le pourtour de Saint-Malo. Et je trouvais ça extraordinaire. Et plus tard, j'ai emmené mes enfants, après avoir fait le Puy du Fou, et ils ont éclaté de rire en disant « Papa, c'est ça ta référence ?» Comme quoi, quand on voit les choses avec les yeux de l'enfance, quand on est adulte, c'est plus du tout la même chose. Voilà pour la petite surprise, pour commencer cette émission. Et nous saluons cet informateur bien informé. Je tairai le nom. Avançons et commençons cette émission par une artiste, Philippe de Villiers. Elle s'appelle Eden Golan. Elle a 20 ans. Elle représente Israël à l'Eurovision et sa chanson est un hommage aux victimes du 7 octobre. Cette jeunesse présente au Festival pour la paix. Sa participation à l'Eurovision en Suède se fait non sans difficulté. Elle est sous protection rapprochée, interdite de quitter sa chambre d'hôtel si ce n'est pour aller chanter. Ils veulent la faire taire, des politiques appellent à son exclusion. Elle a chanté jeudi et s'est qualifiée pour la finale de l'Eurovision. Regardez cette séquence. Symphony, play with me, look into my eyes and see people walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light, everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers, life is no game but it's ours. Why? The time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious... Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Cette polémique sur l'Eurovision, elle n'est pas habituelle en réalité. On n'a pas ça n'arrive pas tous les ans que ce concours fasse autant polémique. Selon vous, qu'est-ce qu'il s'est passé cette année de particulier ? Je pense que c'est un signe des temps. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il fut un temps où il y avait, sous la forme d'une sorte d'extraterritorialité juridique et géographique, des espaces neutres, espaces culturels, espaces sportifs, qui échappaient à la politique, qui échappaient au conflit, au règlement de compte, à la guerre. Il y avait les Jeux Olympiques, il y avait l'Eurovision. Et voilà que, en quelques semaines, il y a une double défaillance de ces espaces neutres. Le premier qui a commencé, c'est le CIO, qui a décidé de dire aux athlètes russes
vous pouvez courir, vous pouvez concourir, mais sous une bannière neutre, qui ne sera plus la bannière de votre nation. Ils ont même confectionné un hymne, le CIO, un hymne neutre. Ça veut dire que les athlètes russes vont concourir en étant dénationalisés. Bon. Personne ne dit rien là-dessus. Et quand Macron a réclamé une trêve olympique, on aurait pu faire la trêve olympique, puisque l'Olympie, c'est justement l'idée de surplomber les conflits et la guerre. Et voilà que ce précédent créé par le malheureux CIO, Centre international olympique, là, Comité international olympique, a créé une jurisprudence à Malmö, avec cette jeune chanteuse talentueuse, à qui finalement on reproche ce qui se passe entre Israël et Gaza. C'est quelque chose de primitif. Quand on reproche à quelqu'un le fait ou la faute de son état d'appartenance. Et la deuxième chose, quand on a vécu longtemps et qu'on a vécu intensément, comme c'est mon cas, les événements, les perceptions, les admirations successives des hommes politiques, et qu'on prend du recul et de la hauteur, on se dit que la misère humaine est grande. Surtout quand elle se loge dans les vanités. Il fut un temps où, pour la droite et pour la gauche française, la Suède était un modèle. C'était le modèle de la social-démocratie. C'était l'accomplissement final. Et c'était un modèle de société multiculturelle. Je me souviens qu'on disait même la Suède, le Liban de la Baltique. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? La Suède a cru à l'immigration invasive. Elle en a fait un atout. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'étrangers sur 10 millions de Suédois. Elle est prise au piège de l'immigration invasive. Et elle a cru aussi à la société multiculturelle. Elle a favorisé l'islamisation de la Suède. Et elle a pensé que la jonction entre l'islamisation et le wokisme allait être porteur des plus beaux fruits. Et c'est ainsi qu'on retrouve sur les images, parmi les gens qui sifflent la chanteuse, Greta Thunberg, qui accuse Israël de réchauffer la planète. Greta Thunberg, c'est la Jeanne d'Arc qui entend les voix de la couche d'ozone. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Voilà, ils sont tous là, en fait. Voilà. Et donc, il faut qu'on en finisse avec l'antisémitisme. Il faut nommer les choses pour ne pas ajouter au malheur du monde. Il faut en finir avec l'idéologie décoloniale et tous ces postes climatiques qui sont en train de faire le bonheur des Chinois et des Américains avec le pacte vert et qui sont en train de plomber la croissance française. Philippe de Villiers, vous avez parlé des Jeux Olympiques. Parlons-en à présent pour notre deuxième sujet, pardonnez-moi. Le monde attendait Zinedine Zidane pour allumer le premier chaudron des Jeux Olympiques sur le sol français. C'est finalement un prince, le prince de Marseille, Jul, rappeur, qui s'est chargé d'embraser le vieux port. Et ça a fait plaisir à Gabriel Attal, le ministre de l'Intérieur. Alors sortez le dicto parce que le Premier ministre, Premier ministre Gabriel Attal, regardez le JC, le S, la flamme est arrivée, que la fête commence. Emmanuel Macron était présent également ce mercredi. Il a rappelé à plusieurs reprises combien nous devions être fiers d'accueillir ces Jeux Olympiques. La fierté, la fierté, la fierté, la fierté, la fierté, on l'écoute. La flamme est là, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier. C'est la fête des Françaises et des Français. Et je veux qu'ils en soient fiers. Je veux que nos compatriotes se représentent, que c'est un moment d'unité et qu'on en est capable et qu'on peut en être fier. On fait ce qu'il y a de plus beau au monde. Et ça, on doit être fier. C'est derrière un travail immense qui a été fait par des milliers de professionnels, de bénévoles. Et je veux vraiment que ce soit des millions de Français ce soir qui puissent être fiers de cela. Geoffroy Lejeune.
Philippe, vous n'êtes pas le dernier à savoir organiser ce genre d'événements, ce genre de grands événements. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'accueil de la flamme à Marseille ? Alors d'abord, je voudrais commenter ce qu'on vient d'entendre, de voir. On a vu le ministre de l'Éducation nationale. Le J, c'est le S. C'est lui qui devait réformer l'éducation nationale, c'est ça. Et il a été récompensé, il est Premier ministre. Ça, c'est la classe. Le J, c'est le S. Le S, c'est le sang. Le J, c'est Jude. Bon. Et je dois dire, je suis décontenancé. Et j'ai mal à ma Provence, que j'aime, à mon pastis de Marseille, que je prends tous les soirs. Avec modération. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai pensé. Alors d'abord, on vient de voir le président, là. Les assiduités pré-olympiques du président Discobol et son adjuration « Réjouissez-vous, les Jeux arrivent » méritent une lecture subliminale de l'opération que je me propose de faire devant vous. D'abord, on voit bien qu'il s'agit d'un divertissement au sens pascalien, détournement d'attention, une diversion pour ne pas voir nos faillites, nos misères. C'est une manière de ne pas entendre le cri des ventres creux. C'est vieux comme le monde. Illuminer le forum avec des feux grégeois et des girandoles pour distraire le peuple descendant, c'est vieux comme le monde romain. Je ne sais pas si vous connaissez le mot de Juvénal, qui a été d'ailleurs repris par Saint-Aignan. Ce peuple, aujourd'hui déchu, qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions, n'a plus que deux choses au monde à proposer et à souhaiter, du pain et des jeux. Et il répond en fait à ce que disait Sénèque. La phrase de Sénèque, elle est simple. De bouillie, plutôt que de pain, les Romains longtemps vécurent. Traduction littérale. Donc, panem et circenses. Voilà. Mais derrière le divertissement, il y a autre chose que Mathieu Bocoté a analysé hier d'une manière magistrale. Il y a un précipité caillebotteux pour une France revisitée par le paradis diversitaire. Et ça a commencé hier. Hier, moi, j'aurais attendu la France éternelle comme thème, la Provence éternelle, la Provence des cigales et de la lavande, de toutes les senteurs qui nous enivrent quand on va là-bas. La Provence de Pagnol, de Mistral. Et au lieu d'avoir Marius et Fanny, on a eu Judge. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis tourné vers mes petits-fils. Et je leur ai dit, est-ce que vous connaissez Judge ? Ils me disent, ah bah oui, très bien. Et alors, ils m'ont montré la chanson Bande organisée. Et là, en écoutant la chanson, je me suis dit, mais c'est pas possible. Macron, il était à Marseille contre la drogue il n'y a pas longtemps. XXL. Ils n'ont plus jamais ça. Et là, il connaît Judge, parce que moi, depuis hier, je connais Judge. Parce que la chanson Bande organisée, c'est l'histoire des flics et des dealers qui se courent après. Donc, je serais policier marseillais, aujourd'hui, je me dirais, ils n'ont pas été foutus d'aller chercher Zidane, et ils mettent Judge. C'est un signe des temps. Et ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, c'est le début de l'opération. Parce que quand la promenade de la flamme va arriver à Paris, devant le Sacré-Cœur, vous allez avoir un ballet de drag queen. Et voilà, l'élégance française.
Ensuite, vous avez le massacre de la langue française, parce que je suis désolé pour Aya Nakamura, je l'ai vu l'autre jour avec elle dînait avec Brigitte, et elle est certainement très sympathique et volumineuse par son talent. Mais Yaya, il n'y a pas moyen, Djadja, pardon. Ouais, mais qu'est-ce que c'est des borborigmes. Donc, il faut qu'ils arrêtent, toutes nos élites dirigeantes, il faut qu'elles arrêtent. En fait, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire, nos élites dirigeantes ? À nous couper de nos rêves, à nous couper de nos anciens, à nous couper de nos pères, à nous couper des rêves de nos pères, à inventer une nouvelle France qui n'a plus rien à voir avec la substance française qui fait la fierté du monde. La France est regardée comme le miroir du monde, comme le miroir du beau dans le monde, comme le mystère du monde. Et voilà qu'on nous propose Djadja et Djudj. Non, moi je dis ça. Alors en plus la gastronomie, avec la véganisation, il n'y aura plus de viande, etc. Mathieu a analysé ça merveilleusement hier. Justement. Voilà. Et donc en fait, moi ce que je dis, c'est la chose suivante. En espérant qu'il m'écoute, Emmanuel Macron laissera derrière lui un champ de ruines fumantes. Ma question, c'est, vous avez écrit en fait un livre pendant la fin du confinement, ou juste après le confinement lié au Covid en 2020, sur ce qu'on a appelé à l'époque le Great Reset. C'est-à-dire en fait l'occasion de réinitialiser l'humanité et de basculer sur une autre humanité. Le QR code, la surveillance généralisée, le masque, etc. Mathieu, sa chronique que j'ai écoutée hier, il appelait ça le Great Reset, justement, à l'occasion des Jeux Olympiques. Vous pensez que c'est un laboratoire aussi important pour nous obliger à nous adapter de manière aussi spectaculaire à autre chose ? Non, mais c'est génialement fait, parce que c'est une greffe. Donc on va traverser la France, la flamme va s'arrêter au Puy du Fou, etc. On traverse la vieille France et on greffe sur la vieille France, avec des petits signes envoyés à la jeunesse, une autre France qui n'a plus rien à voir. Et Mathieu a raison de parler d'une réinitialisation. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques sont l'occasion, une fois de plus, de changer de société, de changer la société. Ouais. Et moi qui ai des amis dans la variété, je pensais à Didier Barbelivien, il doit nous regarder parce qu'il nous regarde tout le temps. Il devait s'arracher les derniers cheveux, enfin Didier, moi j'ai vécu avec un transistor avec mon frère, le fameux Bertrand. Et on écoutait Alain Barrière, ça avait une autre allure, quoi. Gérard Lenormand, voilà. Et Edith Piaf. Alors qu'ils ont qu'à nous la mettre, la vraie Edith Piaf, en hologramme. Bon, mais il y avait de la tenue, tout avait de la tenue. La France de Pompidou avait de la tenue. Là, on est dans la démagogie pour aller chercher cette jeunesse qu'on n'est pas capable de former, d'élever. Philippe de Villiers, c'est Joule, hein. Parce que Joule. Finir avec le J, c'est le S. Philippe a fait une contraction de Djadja et de Joule, ça donne Djudj. Le D, c'est le S. Mais ce soir, avant de vous endormir, faites-moi plaisir, regardez les paroles de la chanson, je peux vous les envoyer si vous voulez. De la chanson Bande organisée. Bah oui, je la connais cette chanson, mais c'est une question de génération aussi un peu. Ah oui, d'accord, mais vous avez vu ce qu'il dit. Vous avez vu ce qu'il dit sur la drogue, les flics, tout ça, la mort et tout. Enfin, c'est morbide. Enfin. Voilà. Mais tout le monde s'écrase. Le pays s'effondre sur lui-même. Et on dit, mais c'est la jeunesse. Que voulez-vous, c'est la jeunesse. Oui, mais on peut aimer les affranchis. Et ce pauvre Premier ministre qui court après tout ce qui bouge. Non, mais on peut aimer les affranchis de Scorsese et sans pour autant épouser le rêve de finir mafieux. La France, elle peut succomber au jeunisme et au communautarisme. Avançons. Là, on a un Premier ministre qui succombe au jeunisme parce que son tweet, ça n'a aucun sens. Ah, oui. Et le communautariste, c'est Macron. Voilà. Alors, ils forment un couple, si l'on peut dire. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu aussi en colère, Philippe de Villiers. Non, je suis dans la dérision là. Mais oui, je sais. Je sais ce que c'est que faire venir du monde avec des choses belles. Autre sujet bien plus important, la disparition, Philippe de Villiers. On change complètement de sujet, de Bernard Pivot.
homme de lettres. Il s'est éteint à 89 ans. Tout au long de sa carrière, il a donné envie justement aux Français de se plonger dans la lecture. Et vous aviez été l'invité d'une de ses émissions, Apostrophe. On est en juillet 1989. Le thème, c'est « Demain, on prend la Bastille ». Retrouvez cette archive. Tout un débat sur la manière dont on était célébré à l'époque, donc en 89, le bicentenaire de la Révolution française. Et écoutez attentivement cette séquence qui fait plus de 3 minutes, mais qui est absolument passionnante, parce que cette séquence n'est pas sans rappeler notre thème précédent des Jeux Olympiques. Regardez, on est donc en 89, Bernard Pivot vous interroge. Alors Philippe de Villiers, alors le titre déjà dit lettre ouverte aux coupeurs de tête et aux menteurs du bicentenaire, là c'est plus de la colère, c'est de la fureur presque. Ah non, pas du tout. Oh. Non, simplement, je crois que nous pourrions, parce qu'il n'est pas trop tard, l'année 89 n'est pas finie, faire tous ensemble un bicentenaire de fierté au sens de la Déclaration des droits de l'homme, qui est un texte augural qui a fait le tour du monde et qui est le legs que les jeunes générations, les unes après les autres, laissent à l'humanité. Et aussi un bicentenaire de vérité. Et c'est cet aspect-là qui manque aujourd'hui dans le bicentenaire tel qu'il est organisé. J'ai entendu « Ohé la guillotine ». Sur un portique forain, on chantait, 2 gosses de 14 ans, la guillotine. Et puis après, j'ai regardé, à 15h30, il y avait un spectacle cet après-midi, donné devant des classes, qui était intitulé « Un bienfaiteur de l'humanité, : Monsieur Guillotin, l'inventeur de la guillotine. Bonjour la terreur ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire la fête. Moi, j'adore la fête. Même si la fête sur commande, la fête officielle est toujours un peu compliquée. Mais à condition que ce soit la fête du peuple, de tout le peuple et de toute la vérité. Or, ce bicentenaire, il est sélectif et il est passéiste. Pourquoi, au lieu de dépenser 60 milliards de centimes, vos 300 millions de francs, vos 30 milliards, plus les autres qui sont dissimulés dans tous les budgets... Les 60 millions et 30 milliards Non, je parle volontairement en centimes. 30 milliards de centimes plus 30 milliards de centimes pour accueillir les chefs d'État. Ça fait 60 milliards de centimes, 61 milliards même, exactement. C'est-à-dire le budget des fêtes, le budget de la réception des chefs d'État, de tous les princes de la planète. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que durant ces fêtes, le peuple de Paris va se voir interdire les rues de Paris. La liberté d'aller et venir au Louvre, la liberté d'aller et venir dans les rues va être interdite aux Parisiens, au peuple de Paris, alors que sur toutes les terrasses, à l'hôtel Crillon, à l'hôtel de la Marine, se presseront les princes de la planète. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu symboliquement, avec très peu d'argent, eh bien, accueillir 10 étudiants chinois rescapés de la place Tiananmen, 10 étudiants libanais rescapés de la barbarie syrienne, 10 étudiants algériens, etc. Et on aurait donné à ces étudiants un petit chèque, et bien sûr, et des étudiants d'Afrique du Sud, des étudiants du Sénégal, victimes de la misère, victimes de la faim. Vous savez, avec 60 milliards de centimes, ou 600 millions de francs, pour parler comme vous souhaitez parler, peu importe. Vous savez ce qu'on peut faire? On peut sauver 120 millions de petits enfants qui actuellement se trouvent dans la famine et la misère. Et on pourrait sauver, tenez-vous bien, 300 000 boat people. Vous ne croyez pas que vous poussez un peu là? Je fais que ça. Ce soit vous qui passiez pour le défenseur des couches populaires quand on est le comte de Villiers et qu'on est l'héritier des chefs de la chouannerie, c'est un peu excessif. Que vous soyez communiste, c'est votre droit le plus strict. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, simplement ce que je dis, c'est que vos méthodes, vous voyez, vous commencez très fort. Les méthodes de la terreur sont encore des méthodes d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je souhaite qu'on apprenne à l'école les mécanismes de la machine infernale de la terreur, parce que ce sont les mêmes mécanismes qui servent à exclure. Extraordinaire. Ouais. Et c'était il y a quasiment 40 ans. Et donc, c'est parfaitement dans le thème des JO. Ah, mais ça n'a pas vieilli. Ouais. Vous n'êtes pas parti en vacances avec M. Mazurek, l'historien, juste à côté? Non. La publicité, on revient dans un instant et on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et je vais peut-être donner même la feuille à Geoffroy. Parce que Bernard Pivot, dans son émission Bouillon de culture, il a revisité, vous savez, le questionnaire de Proust, en posant 10 questions. On vous posera les 10 questions juste après la publicité, justement. À tout de suite.
19h30 sur CNews, on poursuit face à Philippe de Villiers avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Juste avant la publicité, cher Philippe, nous étions en train de revoir une séquence lorsque vous étiez l'invité de Bernard Pivot qui est décédé cette semaine à l'âge de 89 ans. C'était dans cette émission Apostrophe. Demain on prend la Bastille. Peut-être avant de faire ce fameux questionnaire de Bernard Pivot, le questionnaire mythique. Vous l'avez connu, quel message vous souhaitez adresser à ses proches ? D'abord, c'est une grande perte pour la télévision. Il est mort au moment où on annonce la fin des chiffres et les lettres. Grande émission d'élitisme populaire. C'est tout un symbole, en fait. Et en fait, pourquoi Apostrophe, ça ne marcherait plus aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a plus de lecteurs. C'est ça le drame. Et en fait, lui, un jour, il m'a dit, moi, ce que j'essaye de faire, c'est le café Procope dans le café du commerce. Et c'était ça qu'il faisait. Il avait la gouaille, il avait la verve et l'esprit de finesse. On pourrait dire autrement qu'il a facilité le passage de chacun d'entre nous du Lagarde et Michard à l'encre sèche et au regard absent des grands écrivains français à la fresque vivante de l'imparfait du subjonctif. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand vous pensez que... C'est un rêve pour nous, d'ailleurs, que les gens disent « Ah non, vendredi soir, non, pas de dîner, je regarde Bernard Pivot. » C'était ça. Voilà. Et donc, moi, je peux vous dire que mon premier passage chez Bernard Pivot, là, sur mon livre, qui était mon premier livre, on avait pris un café avant, il m'a dit « Je vous préviens, hein, Philippe, je vous mets du costaud. » Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone de Catherine Ney, qui était l'éditorialiste la plus connue, la plus célèbre, la plus huppée. Elle l'est encore d'ailleurs. Elle est restée avec sa plume acérée, une grande dame écoutée. Et allô Philippe, oui, vous avez crevé l'écran. Quoi ? Oui, vous avez crevé l'écran. C'est la première fois qu'on me dit ça. On fait le questionnaire ? Ouais. Geoffroy Lejeune, c'est à vous pour le questionnaire de Bernard Pivot. Je sens qu'on va rigoler un peu. Votre mot préféré ? Le mystère, parce qu'il borne nos vanités. Le mot que vous détestez ? En même temps. Votre drogue favorite ? Le pastis de Marseille. Ouais. Le son ou le bruit que vous aimez ? Le bourdon de Notre-Dame. Et le son que vous détestez ? Le bruit de fond de France Inter. Là, on va s'amuser un peu. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Mort aux cons et à ceux qui les subventionnent. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Colombe, pour qu'elle puisse faire un don au Resto du Cœur. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Commissaire européen. Il y a aussi militaire, je pense. En fait, tout ce qui a un rapport avec l'autorité, je pense que Philippe, ça n'aurait pas marché. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? La chouette de Minerve, parce que, d'après Hegel, c'est elle qui prend son envol au début du crépuscule, comme pour nous prévenir, il va faire sombre. Et si Dieu existe, ou plutôt parce que Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ? Bon, maintenant tu la fermes, c'est moi qui parle.
Autre sujet, Philippe de Villiers, autre fait majeur dans l'actualité cette semaine, c'était la visite du président chinois Xi Jinping. Visite d'État avec un premier passage par Paris avant d'aller dans les Pyrénées. Et une image a marqué bon nombre de Français et de commentateurs. C'est cette table à l'Élysée avec Emmanuel Macron et d'un côté le chef d'État chinois et de l'autre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Est-ce que vous avez été, avant d'aller dans le fond du dossier, surpris par cette réunion à trois? Non, je n'ai pas été surpris parce que j'ai subodoré que le président de la République voulait parler avec le président de la Chine du déséquilibre de la balance commerciale, puisqu'on est à moins 46 milliards d'euros. Mais le problème, c'est qu'il ne peut plus parler avec le président chinois tout seul. Parce que toutes nos compétences, les agriculteurs le savent, mais peu de Français qui ne sont pas des paysans le savent. Mais là, ils l'ont découvert. Toutes nos compétences en matière de souveraineté commerciale sont passées par application des traités successifs à Bruxelles. Et donc, le président de la République française est dans la situation suivante de la double soumission. Quand il veut parler de questions militaires et de questions diplomatiques, il en réfère à l'OTAN. Et quand il veut parler de questions commerciales, il en réfère à l'Union européenne, CQFD. Emmanuel Macron, Philippe de Villiers, a-t-il eu raison de recevoir Xi Jinping? Oui, il a eu raison parce que c'est le 60e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques. Moi, j'ai vécu cette période, je me souviens très très bien. Et le premier souvenir qui me revient, c'est Sciences Po, le grand oral, avec M. Denoy de Saint-Marc, je me souviens très bien, un homme éminent. Et la question qu'il me pose, c'est quand la Chine s'éveillera. Pourquoi ? Parce que dans l'année est paru un livre d'Alain Perfit, l'académicien, un livre, un best-seller, qui fait le tour du monde, qui s'appelle « Quand la Chine s'éveillera ». Et en fait, on a dit plus tard que le titre avait été puisé dans une phrase de Napoléon, laissez dormir la Chine, quand elle se réveillera, le monde tremblera. Eh bien, nous y sommes. Et en fait, là, Emmanuel Macron connaît le double déséquilibre abyssal entre nos deux pays. D'abord sur le plan géopolitique. En 1964, quand on a rétabli la relation diplomatique, la France était un grand pays, la France était une puissance mondiale, la France était une puissance indépendante et qui est sortie de l'OTAN en 1966, 2 ans après. Et en réalité, parce qu'elle était une puissance indépendante, le monde entier regardait la France et notamment tous les pays qui étaient présents à la conférence de Bandung en 1955, conférence du neutralisme, du non-alignement. Tous les pays non alignés qui ne voulaient pas dépendre du bloc américain ou du bloc soviétique se tournaient vers la France. Donc la France pesait beaucoup plus que sa population ou son PIB. Là, aujourd'hui, la France est devenue, dans l'Europe ventre mou du monde, le ventre mou de l'Europe. Et comme je le disais à l'instant, c'est une nation soumise. Elle est, en Ukraine, un des proxys des Américains pour parler comme Brzezinski. Et vis-à-vis de l'Union européenne, elle a perdu ce que les constitutionnalistes appellent la compétence de la compétence. Pendant ce temps-là, la Chine, qui en 1964 était une puissance régionale isolée asiatique, est devenue aujourd'hui le co-leader avec la Russie du Sud global, qui étend ses tentacules jusqu'au cœur de l'Europe centrale orientale, si j'en juge par la présence et la visite du président de la Chine en Serbie et en Hongrie. Ça veut dire qu'en fait, la Chine, aujourd'hui, tisse son verre à soie au cœur de l'ancien empire de l'Autriche-Hongrie. Alors, sur le plan économique, c'est pire.
sur le plan économique, en 1964, la France était protégée par la préférence communautaire, par le marché commun, par les droits de douane. Et en 1992, on a tout abandonné. C'était la droite, c'était la gauche, ensemble, qui ont tout abandonné. Et depuis, on dit, j'ai entendu Emmanuel Macron dire ça, nous sommes, notre ADN, l'ADN de l'Europe, c'est l'ouverture. Extraordinaire cette phrase. Il l'a répété récemment. Et pendant que nous, on a l'ADN de l'ouverture, qu'est-ce qu'on constate? Deux choses qui changent la donne sur le plan mondial. La première, c'est que la Chine et les États-Unis ont mis en place un néoprotectionnisme qui est extraordinairement performant, pendant que nous, on continue à jouer l'ouverture, le libre-échange. Et deuxièmement, le pacte vert. Alors le pacte vert, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je voudrais simplement dire ceci. La Chine, elle nous encourage. Pourquoi? Parce que les batteries électriques, c'est la Chine. Donc la voiture thermique, ce sera une voiture chinoise demain, après la voiture thermique, la voiture électrique. Ensuite, les éoliennes, les panneaux solaires, c'est-à-dire la neutralité carbone de Greta Thunberg, elle sera chinoise. Vous voyez. Donc en réalité, la question qui se pose, j'ai déjà cité Hélène Carrère-Dancos, qui était une amie, une grande spécialiste des relations internationales. Elle m'a dit un jour, vous savez Philippe, je crains que le moment de l'Occident ne soit passé. Parlons de la justice à présent. Philippe de Villiers, dimanche dernier, s'est déroulée une reconstitution de la mort de Nahel, tué par un tir de policier. C'était le 27 juin 2023. Et on s'en souvient, on était même ensemble quelques jours plus tard sur ce plateau pour revenir sur les émeutes qui ont frappé le territoire. Reconstitution sous haute surveillance en présence des principaux protagonistes. Pour l'avocat de la mère de Nahel, le policier n'était pas en danger. Pour maître Franck Liénard, avocat du policier mis en cause, l'histoire est tout autre. Je vous propose qu'on écoute maître Franck Liénard. Il est très éprouvé psychologiquement parce qu'il a tué quelqu'un. Et il n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il n'avait jamais lancé une grenade. Il n'avait jamais tiré au taser. Ce policier, il n'avait jamais fait acte de violence. Il a tué quelqu'un. Et c'est extrêmement douloureux aussi. Mais il est combatif. Il est combatif parce qu'il est persuadé qu'il n'avait pas d'autre choix. Il est droit dans ses bottes. Il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il l'a fait. Et la reconstitution n'a pas permis du tout de mettre en exergue une quelconque faute, un quelconque défaut de perception de la réalité. Mon client, il a perçu un danger. Geoffroy Lejeune. À la suite de ce qu'on a appelé des bavures policières ou des bavures de gendarmes comme l'affaire Adama ou l'affaire Nahel, on a vu des comités se constituer, le comité du coup Adama, le comité Nahel, qui demandait la justice. Sauf que parfois cette justice confinée à la soif de vengeance. Quel est selon vous l'idéal de la justice? L'affaire Nahel nous ramène à cette question, en réalité atemporelle. Le prétoire doit-il être la caisse de résonance de la vox populi et des bruits extérieurs? Auquel cas, la messe est dite pour le policier. Ou est-ce que le prétoire doit être dans le silence des boiseries, le temple de la vérité cristalline? Cette question, en fait, elle a traversé toute notre histoire depuis la mythologie gréco-romaine, qui a qualifié l'allégorie de la justice avec une déesse qui s'appelait Thémis et qui était représentée par 3 attributs. Le premier attribut, c'était le bandeau. La justice est bandée. Elle a les yeux bandés. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas les accusés. Pourquoi? Parce qu'elle est impartiale. La Fontaine a défini la justice par un antonyme en rapport avec cette image du bandeau. Il dit, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous jugeront blanc ou noir. Après le bandeau, il y a la balance.
La balance, composée de 2 plateaux, suspendus à un fléau, c'est l'idée que la justice représente l'équilibre, l'équité, la mesure. La tradition chrétienne choisira comme instrument de la pesée des âmes la balance. Et d'ailleurs, on trouve dans le polyptyque des Hospices de Beaune un tableau extraordinaire qui s'appelle Le Jugement dernier, où il y a l'archange Saint-Michel avec sa balance. Et le troisième attribut de la déesse Thémis, c'est le glaive. Le glaive, ça veut dire la justice qui tranche. Ça veut dire la force, la puissance, l'application de la peine. Pascal disait, en commentant le glaive de la justice, une justice sans la force est impuissante, une force sans la justice est tyrannique. En réalité, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Occident, à partir du triangle fameux Jérusalem, Rome, Athènes, on a eu 3 scènes iconiques qui, moi, m'ont donné à réfléchir depuis la plus tendre enfance. La première scène, c'est celle d'Antigone, qui oppose aux lois écrites dans l'instant et souvent dans le caprice, les lois non écrites, les lois immables d'une justice équitable. La deuxième, c'est la justice de Salomon, qui choisit, dans la dispute entre 2 femmes autour d'un enfant, l'instinct maternel et non pas les réglementations des experts, l'état de droit. Et enfin, la troisième image, c'est Saint Louis sous son chêne, tribunal d'appel à ciel ouvert, pour les plaideurs désargentés. Parce que le roi veut respecter son sceptre, parce qu'en haut du sceptre, il y a une main, et la main, c'est la main de justice. C'est quoi l'État? L'État régalien. C'est le sceptre, c'est-à-dire l'ordre, et la main de justice, la justice. Au moment de l'affaire Dreyfus, tout le monde se bagarrait. Il y a des gens qui disaient il vaut mieux un désordre qu'une injustice, il vaut mieux, etc. Non, il faut les deux. Il faut l'ordre et la justice. S'il y a pas, voilà. Et il faudrait que nos gouvernants comprennent que sans l'ordre, il n'y a pas de justice. Sans la justice, il n'y a pas d'ordre. Voilà pour votre idéal de la justice. Philippe de Villiers, il nous reste exactement 4 minutes et 15 secondes. Pour terminer cette émission, vous souhaitez nous plonger dans l'histoire du 8 mai 1945, jour de capitulation, de la capitulation allemande, et nous parler d'un militaire français, le général Delattre. Qui est Philippe de Villiers, le général Delattre? Alors, d'abord, il faut savoir que le 8 mai 1945, c'est le général Delattre qui signe à Berlin, au nom de la France, l'acte solennel de la capitulation allemande. À peine entré dans la salle de conférence, le général Delattre, déjà à l'époque, général Delattre remarque que sont accrochés au mur du fond 3 drapeaux, le drapeau américain, le drapeau soviétique, le drapeau britannique, mais qu'il manque le drapeau français. Il se précipite sur son mécanicien, sur son chauffeur, qui confectionne à la hâte un drapeau tricolore de fortune. Et on installe le drapeau à côté des 3 autres. Et quand le maréchal Keitel, qui conduit la délégation allemande, s'aperçoit de la présence de Delattre, on l'entend grommeler cette phrase. On l'entend grommeler. Et en plus, il y a un Français. C'est un comble. Eh bien, ce Français-là, ma famille le porte dans son cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Avant-guerre, le colonel Delattre commande un régiment prestigieux qui s'appelle le 15e à Metz. Et un jour, il décore un de ses officiers préférés qui, ensuite, pendant la guerre, s'évadera. Vous voyez, on voit l'image de l'officier préféré face à Delattre. Vous allez voir qui c'est après. Qui s'évadera à 4 reprises pour rejoindre son colonel. Le colonel Delattre, devenu le général Delattre, est vendéen. Le jeune officier décoré le suivra et fera souche en Vendée. Ce compagnon, proche du général Delattre, était un jeune capitaine. Il s'appelait le capitaine Jacques de Villiers. Quand j'ai
quand je présidais aux destinées de la Vendée, je me rendais souvent chez la maréchale de Lattre. Elle était maire de Mouilleron. Elle me recevait à son domicile. Elle avait reporté sur moi l'affection qu'elle avait pour mon père. Chose extraordinaire, la maison de Lattre était dans la même rue que la maison de Georges Clemenceau, la rue du Temple. Ça ne s'invente pas. Si bien que, on peut dire qu'à un bout de la rue est né un fils de Blanc, Jean de Lattre, et à l'autre bout de la rue est né un fils de Bleu, Clemenceau. Et ça donne quoi? Ce fils de Blanc, ce fils de Bleu. Ça donne 2 vainqueurs de guerre mondiale au XXe siècle, 2 Vendéens. Et ça donne aussi et surtout 2 inventeurs géniaux de 2 variétés sémantiques capétiennes de la fraternité française. L'un qui fait l'union sacrée en 14 et l'autre qui fait l'amalgame en 40, soldat de fortune et soldat de métier. Un jour que je gravissais avec la maréchale la fameuse colline des 7 moulins à Mouilleron, on s'est arrêté, elle m'a pris dans ses bras, elle pleurait, et je crois bien que moi aussi. Et elle m'a dit, voilà, les fameux moulins de Mouilleron, il y en a 6, ils appartiennent à la famille Clemenceau. Il dit, et le 7e? Le 7e, il est à nous. C'est le moulin de Bernard, notre fils unique, qui est tombé en Indochine. Mon mari ne s'en est jamais remis, et moi non plus. On en a fait un oratoire. Vous voyez, Philippe, quand je partirai, je vous le confierai. Et quand elle est partie, j'ai fait entrer le moulin de Bernard dans le patrimoine du département de la Vendée. Un jour, je suis allé me recueillir sous l'échelle meunière. J'ai aperçu une inscription écrite au crayon de chantier. Une écriture de jeune homme, c'était Bernard. Il a inscrit au fond de son moulin, bien avant de mourir, en Indochine, la devise de son père, Jean de Lattre de Tassigny. Cette devise, j'en fais une dédicace pour CNews, parce qu'elle lui correspond. Ne pas subir. Philippe de Villiers, merci. Merci Geoffroy Lejeune. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour de nouvelles histoires et des bons dans le temps. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Merci à tous les deux.